Une réflexion que je me suis faite il y a très peu de temps sur ce qu'on appelle la duplicité. Duplicité, c'est-à-dire la dualité. Je pense par exemple à l'affaire Strauss-Kahn. Je pense que nous savons... Bon, est-ce qu'il y a un faux témoignage de cette femme par rapport à ça? Je pense qu'il y a eu un rebondissement, effectivement, de cette affaire. Oui, mais enfin, ça ne résout pas le problème de savoir ce qui s'est passé complètement. Mais visiblement, une idée qui me vient à l'esprit, c'est que à tout moment, nous pouvons voir les choses de différentes façons. C'est-à-dire que toute situation est ambiguë. Toute situation a un revers... Toute situation est ambiguë dans le sens où je peux être à la fois consentante, pas consentante, penser une chose, penser son contraire, enfin bon. Je veux dire que c'est pas carré. C'est pas carré. Et la plupart des situations, enfin beaucoup de situations sont effectivement ambiguës, c'est-à-dire qu'elles se prêtent à différentes interprétations. Un homme qui couche avec une femme, qu'est-ce que ça signifie? Ça dépend. Un enfant qui voit un couple faire l'amour, il a l'impression qu'ils se battent. Je veux dire, ils ne savent pas très bien. Donc c'est typiquement le genre de situation extrêmement ambiguë qui se prête à plusieurs lectures. Et selon notre désir, notre bon vouloir, eh bien, c'est cette lecture-là qu'on mettra en avant et pas cette autre. Alors cette dualité fondamentale, je pense qu'elle est inhérente à l'être humain. Elle est inhérente au fait que, par exemple, eh bien, nous vivons des cycles contradictoires, le jour et la nuit, l'été et l'hiver. Donc, quelque part, on est constamment balancé entre des mondes différents, des sensations différentes, des ressentis différents. Et donc, notre nature même d'être humain, par-delà la question de l'astrologie d'ailleurs, mais l'astrologie telle que j'entends est en rapport avec ça, la notion même de cyclicité est propre et porteuse de dualité. Je disais déjà qu'on n'est pas constamment dans le même état d'esprit, que les choses changent, qu'on revient à d'autres états, qu'on passe par certains états, et ça, à mon avis, ça relativise beaucoup le témoignage que nous pouvons avoir de ce qu'on a vécu, de ce qui s'est passé entre deux personnes. Je pense que nous sommes, en quelque sorte, amphibies, c'est-à-dire nous sommes capables de vivre sur des plans tellement différents, le jour, la nuit, tout ça. Et donc, par conséquent, il y a un dédoublement de la personnalité, en quelque sorte, chez l'être humain, qu'on peut d'ailleurs voir dans le rapport que nous avons à notre propre main. Tu vois, j'ai écrit un article là-dessus. Est-ce que notre main, c'est nous-mêmes, ou est-ce que c'est l'autre? Quelque part, il y a une présence de l'autre. Si tu te touches, est-ce que c'est toi qui te touches? Est-ce que c'est un autre toi-même qui te touche? C'est extrêmement ambigu. La main, c'est la présence de l'autre en nous, quelque part. Hein? Et par exemple, quand nous nous blessons, eh bien, par la main, nous pouvons nous guérir. Nous pouvons nous mettre un pansement. C'est un peu comme si quelqu'un d'autre le faisait. Par contre, un homme qui n'a plus de main, là, il n'est plus dans la dualité. Il est vraiment dans la solitude. Celui qui a perdu ses mains est dans la solitude. Celui qui a des mains n'est jamais complètement dans la solitude, parce que quelque part, il est porteur en lui-même de l'autre, ou d'une altérité. Tout ça pour nous dire qu'à quel point notre condition humaine est marquée par la dualité, par l'altérité, et que nous sommes donc des êtres qui ne sont pas totalement fiables, je veux dire, dans leur témoignage. En tout cas, quand on nous dit qu'on est d'une seule pièce ou d'un seul tenant, c'est toujours très discutable. C'est simplement un élément qu'on a fait privilégier par rapport à un autre, mais c'est toujours assez arbitraire.
Alors pour revenir à d'autres sujets que j'ai abordés aussi récemment dans ma réflexion, je pense que ce qui est important, c'est à la fois ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Oui. Pourquoi ne sommes-nous pas ceci ou cela? Pourquoi sommes-nous devenus ceci et pas cela? Alors, l'astrologue, lui, il a ses réponses. Hein, il a ses réponses. Enfin, il a des réponses si on lui pose ce genre de questions. Des réponses qui viennent expliquer pourquoi la personne s'est limitée. Mais alors la question est de savoir si la personne sait. Alors s'il y a une espèce de situation paradoxale, c'est-à-dire est-ce que nous naissons limités pour aller vers l'illimité, ou est-ce que nous naissons dans l'illimité pour aller vers le limité? C'est la question. Et moi je pense plutôt à la deuxième voie. De l'illimité. Nous passons de l'illimité au limité. Or, l'astrologue, lui, c'est le contraire. Lui, le thème natal est déjà de l'ordre du limité, par définition. Et donc, on va nous dire, oui, mais il faut dépasser le thème natal, ou il faut dépasser son petit moi. Moi, je dis le contraire. Je dis, nous naissons avec un grand moi, qui est le moi universel de l'humanité, et petit à petit, ce moi se rétrécit, se limite. Hein? Et moi, je ne vois pas pourquoi l'astrologie serait utilisée pour expliquer ce rétrécissement. Je considère que ce rôle qu'on attribue à l'astrologie, qu'on affecte à l'astrologie, de nous expliquer pourquoi nous avons fait ce choix-là et pas un autre, nous avons pris cette orientation et pas une autre, qui est de l'ordre de la liberté. C'est ce libre arbitre qui nous amène justement paradoxalement à nous limiter. Parce que le libre arbitre, ça veut dire que nous avons plusieurs choix et que nous faisons un choix. Et en faisant un choix, eh bien, nous nous limitons. Ben oui, puisque ça veut dire que nous ne faisons pas les autres choix. Donc on nous limite. Choisir, c'est se limiter, forcément. Et la liberté, donc, c'est la liberté de choisir. Et donc de se limiter. Je pense que la seule limitation que nous ayons, nous, en tant qu'êtres humains, c'est le fait d'être un homme ou une femme. Ça, quelque part, c'est limitatif. Mais c'est beaucoup plus pertinent que la division, que de regarder ça du point de vue de l'astrologie, du thème natal, etc. Alors, où est-ce que tu en es, Mireille, de ta réflexion sur ce qui distingue les hommes et les femmes? Où est-ce que ça a avancé? Comment ça? Je sais pas. À... Non, de manière générale, si on te demande... je pense que c'était une question que les astrologues ne peuvent pas éviter, parce qu'elle est préalable à l'astrologie. Si on étudie le thème de naissance de quelqu'un sans tenir compte du fait qu'il est un homme et une femme, c'est quand même un problème. Mais souvent, les astrologues ne savent pas ce que c'est qu'un homme et une femme. Donc, enfin, je veux dire, ils en ont des images qui sont très simplistes, pas très satisfaisantes. Donc, mais tu veux dire au niveau astrologique, au niveau des symboles astrologiques? Non, pas du tout, justement. Non, pas forcément. Bon, tout à l'heure, j'ai esquissé avec M. Agobert l'idée que les femmes et les hommes n'ont pas le même rapport à l'espace-temps. Bon, pour moi, c'est intéressant. Je pense que c'est une clé pour comprendre le psychisme féminin que de mettre l'accent sur le fait que les femmes ne font pas vraiment confiance au temps, à la limite. Moi, je pense qu'il est très difficile de donner des généralités sur chaque sexe. Enfin, il y a des femmes qui fonctionnent, à mon avis, comme les hommes, ce qu'on entend, disons, la nature masculine, et il y a des hommes qui fonctionnent par
rapport à une nature féminine. Alors voilà, Oui, mais qu'est-ce que la nature féminine et la nature masculine? Non mais attends, excuse-moi, là on ne comprend pas très bien. Tu nous as pas défini ce que c'était que la nature masculine et féminine. Donc si tu ne l'as pas défini, comment peux-tu dire qu'il fonctionne selon cette nature, parce que tu ne l'as pas défini? Tout à fait, oui. Alors donc Je pense on n'en sort pas. Il faut d'abord définir Eh ben justement, c'est bien ça. Ce qui est du féminin Oui. et du masculin. Alors avant de dire que ça ne correspond pas, il faut déjà définir. Oui, bon, alors voilà. Bon. Donc, il faudrait tout de même... Ou alors on reste à des préjugés, des idées toutes faites qui ne sont même pas expliquées. Non, c'est amusant, souvent j'ai ce genre de conversation un peu hallucinante. Des gens qui me disent qu'ils ne savent pas ce que c'est, mais qui me disent que ça c'est masculin et ça c'est féminin. Alors il faut savoir. Alors, non, justement s'ils ne le savent pas, qu'ils ne commencent pas à dire que ça c'est masculin ou féminin, ou que ça c'est pas vraiment masculin et pas vraiment féminin. Bon. Ce qu'on peut dire éventuellement, c'est que quand on reste à la surface des choses, on ne perçoit pas les lignes de force. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu n'as pas la capacité de prendre 200 femmes et de percevoir ce qui est commun à ces femmes, tu n'es pas un bon philosophe, tu n'es pas un bon théoricien, et donc tu n'as pas cette capacité d'abstraction, de faire abstraction de ce qui pourrait les distinguer. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qui les distingue, c'est ce qui est commun, ce qui leur est commun. Et tout le monde n'a pas ce don de pouvoir capter ces points communs, ce dénominateur commun entre une série. Donc moi je propose effectivement ce critère du temps. Et tout à l'heure, justement, qui explique pourquoi l'astrologie séduit à ce point les femmes, parce que, ça c'est un critère qui n'est pas toujours mis en avant, parce que justement, elle fait gagner du temps. Et on a tout de suite, si on peut dire, entre guillemets, tout de suite, la représentation globale. Et il ne reste plus qu'à creuser, à fouiller, mais on a tout de suite le truc. Et c'est ce tout de suite, tout de suite qui est typiquement un fantasme féminin. Le tout de suite. Tout de suite et complètement. Après on peut développer, mais on a complètement ça. Et puis le thème natal lui-même, qui est d'une espèce d'arrêt sur image, de cliché, à l'opposé d'un cosmos qui, lui, ne cesse pas d'avancer et de bouger. Donc là aussi, on n'est pas vraiment dans un... L'arrêt, c'est l'arrêt du temps. Donc arrêter le temps, arrêter le mouvement, c'est la même chose. Donc, et puis, à ce moment-là, on va privilégier les interactions entre les différents facteurs et non pas la cyclicité. C'est-à-dire qu'on introduit une sorte de cyclicité spatiale en astrologie traditionnelle. C'est une expression un petit peu bizarre, cyclicité spatiale. C'est une cyclicité, non pas entre un facteur et lui-même dans le temps, mais entre les différents facteurs. C'est qu'on introduit non plus une diversité concernant les phases successives, mais une diversité concernant la diversité même des facteurs. Oui. Enfin, distinguons le féminin du masculin. En fin de compte, qu'est-ce qui différencie le féminin du masculin? Oui. Je dirais que, tout d'abord, d'un point de vue physique, on peut dire qu'évidemment, il y a une différence entre un homme et une femme. Là, il n'y a pas de doute. C'est en fin de compte, pour moi, le point le plus... Comment dire, le plus tangible. Le plus immédiat, surtout. Immédiat. Ah oui, là encore, en effet, on n'est pas dans le temps, là, en l'occurrence. C'est l'immédiateté de l'évidence. L'homme a un sexe, fait d'une certaine manière, conformé d'une certaine manière. La femme a un sexe qui n'est pas du tout celui de l'homme. Oui. Voilà. Je dirais que ça, c'est la première des différences. Oui, d'accord, oui. À partir de là, après, il y a beaucoup de possibilités. Est-ce qu'il faut vraiment distinguer le féminin psychologique du masculin psychologique? J'en suis pas tout à fait sûre. Oui. D'un point de vue psychologique, je dirais qu'on est peut-être sur une mauvaise route à vouloir différencier l'homme, le féminin du masculin. Voilà. C'est peut-être ça qui nous induit en erreur d'ailleurs. Moi, au contraire, je suis convaincu que c'est absolument fondamental et que ça ne saurait se limiter en effet à ces apparences qui nous permettent justement
au moins déjà on a des corpus qui sont bien distincts, donc on n'a pas d'excuses. On voit bien qu'on a affaire à une femme, on voit bien ce qu'on a affaire à un homme. À partir de là, il nous revient d'essayer de comprendre quels sont les points communs entre les gens qui sont des femmes et entre les gens qui sont des hommes. Ouais, voilà. Et ben c'est ça, donc je ne vois pas pourquoi on n'y arrive pas. On peut peut-être être induit en erreur, justement, parce que on va s'apercevoir qu'une femme, elle peut tout à fait réagir comme un homme. Mais on a encore une fois, on l'a pas... Bon, ça vient de conversation aberrante. On vient de dire qu'on n'avait pas défini, justement... Ah non, je l'ai défini, moi, d'un point de vue physique. Non, mais tu viens de dire qu'à l'instant, tu viens de dire comporter comme un homme d'un point de vue psychologique, tu viens de le dire à l'instant. Tu viens de dire à l'instant que, justement, il y avait un comportement... Il y avait des femmes qui se comportaient comme des hommes. Elles ne se comportent pas comme des hommes, elles ne deviennent pas des hommes pour autant. Non. Donc tu es bien en train de parler d'une... Non, mais alors, il faut être un peu clair. Non, je sais bien, c'est très difficile. Non, mais un peu de cohérence, un peu de rigueur. Oui, on peut pas, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Alors, déterminons ce qui différencie un homme d'une femme d'un point de vue psychologique. Donc, tu as dit que la femme avait la notion du temps, avait une notion du temps qui est différente de celle de l'homme. Ça ? Oui, je dis que même, quelque part, la femme, quelque part, elle a un rapport de défiance avec le temps. Hein? L'homme a une sorte de confiance dans le temps, la femme a de la défiance par rapport au temps. Et inversement, celui qui a de la défiance par rapport au temps, il va privilégier l'espace. L'espace. J'ai donné les exemples caricaturaux en astrologie, à savoir un espace cyclique qui devient tout d'un coup une sorte d'espace à un instant T. Dire que je fais le thème natal à un instant T, ça veut dire que je limite le temps à la portion congrue. C'est-à-dire qu'à l'instant T, ça veut dire le plus petit le plus petit temps possible. Je dirais même à la limite que par exemple un instant qui dit je vais calculer le thème natal à la seconde près, donc le temps va se retrouver dans une seconde. Pour quelqu'un qui travaille sur le temps, la seconde n'a aucune importance. Ce qui se passe à un moment X n'a que très peu d'importance par rapport à l'ensemble du processus. Le fait de ne pas relativiser dans le temps les choses, c'est aussi un aspect. De ne pas dire, voilà, bon, pour comprendre ce qui se passe actuellement, il faut le resituer dans le temps. Et souvent, au contraire, les gens, les femmes notamment, sont marqués par le ressenti du moment, le ressenti de l'instant. Et ce ressenti de l'instant, il est tellement fort que même si après elles comprennent qu'elles se sont trompées, qu'elles n'ont pas compris ce qui se passait, ça s'est quand même présenté, ça s'est quand même affirmé, ça les a quand même marquées. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le temps protège l'homme de l'instant. À partir du moment où je me dis, mais ce qu'on appelle le temps génère du doute. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment faut-il resituer, recadrer les choses? Comment l'expliquer, la continuité des choses? Bon, à partir de ce moment-là, on n'est plus dans l'instant, dans l'instantanéité. Très souvent, dans les discussions que j'ai avec des collaboratrices féminines, revient cette question-là, c'est-à-dire, oui, il ne faut plus changer, il ne faut plus rien changer, par exemple. On a dit que c'était comme ça, on en reste là. On ne bouge plus. Ne plus bouger, c'est quelque part, en réalité, on peut dire aussi bouger dans l'espace, mais là, en l'occurrence, ça veut dire ne bouger dans le temps. Donc on ne change plus rien. Bon. On ne revient pas sur une décision, c'est ça? Oui, où on a par exemple établi, on a proposé une solution, un programme, et on s'y tient. On s'y tient. Oui. Ou bien ce qui a été dit, on n'y revient plus. Bon. Tout ça, si on y réfléchit bien, ça pose un problème par rapport au temps. C'est une façon de se protéger du temps. Ne laissons pas le temps venir perturber le cours des choses, ou plus exactement, venir perturber l'état des choses, le statu quo. Et dans la vie du couple,
on a souvent ces tensions. Si je devais par exemple donner des orientations, si je devais faire un conseiller conjugal, je mettrais l'accent sur ce problème-là. Je disais, attention de ne pas vous heurter sur ce problème-là. Ou du moins de comprendre la position de l'autre. L'un qui veut... Parce que, qu'est-ce qui me dit que un peu plus tard, je ne vais pas aller plus loin que ce qu'on avait dit avant? Qu'est-ce qui me dit que je ne vais pas trouver une solution plus intéressante que ce qu'on avait dit avant? Mais très souvent, même au niveau grammatical, Mireille, on entend souvent cela, c'est-à-dire, il a dit, on avait décidé, comme si on ne voulait plus que le temps puisse jouer son rôle. Comme si on avait dit, bon ben voilà, le temps maintenant c'est fini, on ne laisse plus, on a réfléchi pendant un petit moment, on a fait un petit travail, et puis maintenant, c'est tout, c'est fini.